Salut. Epsilon, c'est un cheveu. Un demi-cheveu à un grain de poussière qu'on coupe en deux. Tu le trouves minus? On peut encore le couper plus. Epsilon, c'est ça. Et on le trouve en particulier dans ce contexte. Ok, ça fait peur, mais ça peut te servir dans tes études supérieures. Allez, aujourd'hui, on parle de limites. Un petit préambule avant de commencer, on va reparler de la valeur absolue. La valeur absolue, vous le savez, c'est une fonction définie sur R qui, à tout nombre réel, associe le même nombre si ce nombre est positif et puis son opposé si le nombre est négatif. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ce genre d'inégalité. Quand on a un nombre x dont la valeur absolue est inférieure ou égale à un nombre, k, pourquoi pas, et bien ça, c'est équivalent au fait que x est compris entre moins k et k. Petit exemple, si vous avez la valeur absolue de x qui est inférieure ou égale, pourquoi pas, à 4, ça veut dire en fait que la distance qui sépare le nombre dont l'abscisse est x à 0, eh bien en fait c'est 4 graduations maximum. Donc en fait, voilà, là j'ai placé 4, ici moins 4. Tous les nombres qui sont dans l'intervalle moins 4, 4 correspondent à cette contrainte, valeur absolue de x inférieure ou égale à 4. Donc ça, c'est équivalent à x entre moins 4 et 4. C'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième, je voulais revenir sur la partie entière. La partie entière, c'est une fonction qu'on voit de manière anecdotique en terminale. C'est une fonction qui, à un nombre, associe justement sa partie entière, c'est-à-dire le nombre devant la virgule, auquel on enlève tout le reste. Donc en gros, je vais vous donner quelques exemples. Déjà, ça s'écrit comme ça. La partie entière d'un nombre entier, c'est évidemment lui-même. La partie entière de 4,12, ce sera également 4. La partie entière de 1 tiers, 0,333333, ce sera 0. La partie entière de 0,99, c'est également 0. Donc, il suffit de prendre le nombre qui est devant. Et donc, dans cette vidéo, on aura besoin de parler de la partie entière d'un nombre plus 1. Par exemple, la partie entière de 2,3, le tout plus 1, c'est donc 2 plus 1, 3. En fait, c'est le premier nombre entier qui succède au nombre décimal que j'ai écrit ici. Par exemple, prenez un nombre décimal au hasard, 4,37. Pour parler du nombre entier suivant, c'est-à-dire 5, eh bien on va utiliser la partie entière de ça, qui vaut 4 donc, auquel on rajoute 1, ça donne 5. Voilà pour ce petit préambule. Dans cette vidéo donc, on va parler de limites de suite uniquement, et uniquement de limites finies, donc limite de un quand n tend vers plus l'infini égale un nombre réel L. Vous avez vu en cours ce type de dessin, donc la représentation graphique d'une suite c'est évidemment un nuage de points, et ce nuage va se stabiliser autour d'un nombre L. Alors vous avez traduit ça par la phrase suivante ou une phrase approximative. Pour tout intervalle ouvert contenant L, c'est la bande de papier rose ici, il existe un rang, donc en général on l'écrit N0, à partir duquel tous les UN sont dans cet intervalle. Donc sur cet exemple-là, en prenant cet intervalle-là, pourquoi pas, eh bien on voit que le premier nombre qui rend à partir duquel tous les points verts sont dedans, c'est plutôt celui-là en fait, a priori. Voilà. Donc le N0 il vaudrait en fait 7, quelque chose, c'est pas 7, ouais non 7, ouais, c'est ça, 7. En revanche, la petite bande, vous pouvez la rendre aussi petite que vous voulez, donc si on la réduit encore, eh bien on voit que le premier N qui va marcher serait peut-être 8 ou 9 ou 10. Donc c'est ce que signifie cette phrase française, en français plutôt, et vous devez absolument la comprendre. Hein. Pour tout intervalle ouvert, le pour tout est vraiment capital, eh bien on peut toujours trouver un endroit, un rang, un indice à partir duquel tous les termes sont dedans. C'est la définition d'une suite convergente vers une limite L. Et donc ça se traduit. Ça se traduit par la chose suivante. L'intervalle, en fait, on va lui donner une forme. C'est un intervalle symétrique, du coup, déjà. Et on va lui donner une demi-épaisseur. Cette demi-épaisseur, justement, c'est notre fameux epsilon. Et donc, cet intervalle, il s'écrit sous la forme L moins epsilon, borne gauche, L plus epsilon, borne droite, sachant que votre L, c'est la limite.
Donc on a notre intervalle ouvert, L moins epsilon, L plus epsilon, et cet intervalle il existe pour n'importe quel epsilon, hein, sachant que epsilon c'est quoi finalement? C'est un nombre réel bien sûr, qui est très très petit, alors il est quand même supérieur à 0 strictement, mais on le considère extrêmement petit, sinon ça n'a pas trop d'intérêt, de manière à rendre la bande de papier la plus fine possible. Et donc, partant de ce principe, en fait, cette phrase en français, ou ce dessin, qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, il signifie qu'on peut toujours trouver un endroit, un n0, il existe un n0, tel qu'à partir de ce n0, à partir ça veut dire pour tous les n qui le succèdent, eh bien, la limite, ou plutôt la suite, tous les rangs de la suite, tous les termes de la suite, un, sont dans la bande rosâtre, ici. Donc c'est ce qui est écrit ici, hein. Quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang n0, qui est dans n, tel que quel que soit n appartenant à n, si vous avez n plus grand que n0, c'est-à-dire tout cela, votre terme un est entre L moins epsilon et L plus epsilon. Alors, il y a possibilité de l'écrire un tout petit peu différemment, de manière à rendre les choses plus claires, c'est ce que j'ai écrit ici, quel que soit epsilon strictement positif, ça c'est incontournable, il existe un rang n0 appartenant à n, tel que quel que soit n appartenant à n, et là on pose notre condition, avec une implication, si n est plus grand que n0, n0 c'est notre frontière finalement, alors, et là je fais référence à la valeur absolue, ça évite d'avoir à écrire une double inégalité. un moins L sera en valeur absolue strictement plus petit que epsilon. Ça veut dire quoi que un moins L en valeur absolue sera strictement plus petit que epsilon? Ça équivaut à un moins L entre moins epsilon et plus epsilon, c'est-à-dire, pour finir, un entre, quand j'ajoute L de chaque côté, L plus epsilon et puis L moins epsilon. Et on retrouve notre intervalle. Donc les valeurs absolues ici sont très pratiques, elles viennent alléger un tout petit peu une écriture déjà assez lourde. Voilà en tout cas pour la définition d'une suite convergente vers une limite L. C'est vraiment quelque chose d'important dans le supérieur. Et puis je vous propose de l'appliquer sur une série de 4-5 exemples juste après pour que vous voyez comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Une petite animation histoire d'être sûr que c'est compris. Donc vous avez une suite, une fonction ici. Alors bon, on imagine que la suite, c'est des points qui sont sur cette courbe. Si vous prenez un epsilon égale 4, ça donne ça comme bande de papier. Et donc on voit qu'on peut toujours fixer un rang. Pour epsilon égale 0,3 également, le rang il est là. Pour epsilon égale 0,05, le rang il est plus loin mais il existe toujours, etc. 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 Donc j'espère que c'est clair à ce niveau-là. Donc l'idée ici, c'est vraiment de remontrer des choses basiques, hein, des limites que vous connaissez, je l'espère. Limite de 1 sur n carré, de 1 sur racine de n qui valent 0. Et puis n plus 1 sur n plus 2, la limite c'est 1, si vous factorisez par n. Et puis ici aussi. Mais de repasser justement par la définition et les epsilon. En tout cas, les premières, elles sont admises dans le programme de terminale. Là, on va les remontrer. Et on va travailler pour ça par équivalence et au brouillon aussi, hein. Donc, on va réécrire à chaque fois ce qu'on veut. Commençons par la première. Ce qu'on aimerait montrer, c'est ceci. On veut montrer que donc, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang n0, qu'on va essayer de trouver d'ailleurs, un rang n0, c'est-à-dire un entier, tel que, quel que soit n naturel, eh bien, dès que vous avez n plus grand que n0, alors forcément, vous aurez un moins L, moins la limite, qui est la limite a priori c'est 0, donc je vais mettre directement 1 sur n moins 0, c'est-à-dire 1 sur n, en valeur absolue, qui est plus petit que epsilon. Voilà, c'est ce que je voudrais montrer, ce truc-là. Eh bien, allons-y, on va travailler par équivalence, au brouillon si vous voulez. Donc au brouillon, on va partir de ce qu'on veut. Donc voilà, on va partir de 1 sur n, valeur absolue, plus petit que epsilon. Travaillons là-dessus. Ça équivaut à quoi? On travaille par équivalence pour pouvoir remonter la piste, hein, et pouvoir écrire ça à la fin. Donc, grâce à la définition de la valeur absolue, ça veut dire que 1 sur n est entre moins epsilon et epsilon, déjà. Or, qu'est-ce qu'on sait sur n? N, c'est un entier. Hein. Un entier, donc
a priori même non nul vu qu'on divise. Donc en tout cas il est positif, ce qui veut dire que moins epsilon n'a pas trop de sens, on peut très bien écrire ce genre de choses. 1 sur n entre 0 et epsilon. Et puis donc là je vais passer à l'inverse, vous savez que la fonction inverse est décroissante, donc en fait on se retrouve avec n supérieur strictement à 1 sur epsilon. On a bien pris soin de prendre epsilon positif, donc on peut poser epsilon strictement positif dès le début, donc ça a un sens. Ben, voilà en fait. On vient de prouver qu'à partir du moment où le n qu'on choisit il est plus grand que 1 sur epsilon, eh bien on aura la valeur absolue de 1 sur epsilon de 1 sur n pardon, qui sera plus petite que epsilon. Donc il suffit de prendre un nombre entier, choisissons le n0. Le n0 qu'on va choisir, ça sera quoi? Eh bien ça sera le nombre qui sera plus grand que ça. Imaginez si epsilon c'est 12, c'est 0,12. 1 divisé par 0,12, ça fait un nombre réel, pardon, possiblement à virgule. Nous, on veut un nombre entier. Donc en fait, on va prendre la partie réelle, la partie entière de ce nombre auquel on va ajouter 1. Et comme ça, on tombe sur un nombre entier. Ça, c'est sûr. Un nombre entier qui est même strictement plus grand que 1 sur epsilon. Je vais prendre un exemple. Imaginez que 1 sur epsilon, quand epsilon vaut 0, je ne sais quoi, 1 sur epsilon, imaginez, ça fait 12,3. La partie réelle entière, je vais pas y arriver, je suis désolé, la partie entière de 12, quelque chose, c'est 12, auquel on rajoute 1, donc ça fait 13. Et on a bien, n0, ce sera 13. Tous les n, si n est plus grand que 13, on aura bien n qui sera plus grande que ce truc-là, 12, je sais pas quoi, donc la condition sera respectée. Maintenant que j'ai travaillé au brouillon, je vais repartir dans le bon sens. Donc je prends soit epsilon, un réel strictement positif quelconque, mais vraiment quelconque. En prenant n0 qui est égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1, alors, quel que soit n appartenant à n, si n est supérieur ou égal au n0 que j'ai fixé ici, alors qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien je vais avoir n qui sera plus grand que ça, et donc a priori j'ai mis une double barre qu'il faut que j'enlève. Évidemment, je vais prendre mon crayon, hop, pas de double barre. Si n est strictement plus grand que n0, c'est-à-dire ceci, j'aurai n qui sera plus grand que 1 sur epsilon, et donc 1 sur n qui sera entre 0 et epsilon, c'est-à-dire entre moins epsilon et epsilon, donc 1 sur n en valeur absolue qui sera strictement plus petit que epsilon. Ça veut dire que la limite de 1 sur n, c'est 0. Je viens d'utiliser la définition avec les epsilon pour montrer que limite de 1 sur n, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Un exemple peut-être? Alors, je vais fixer epsilon égale à 0,01. C'est strictement positif. Ça va être quoi mon n0? Eh bien, ça fait quoi 1 sur epsilon déjà? Ça fait 1 sur 0,01. Il se trouve que ça fait 100. Facile. Ça fait 100, donc n0, ça va être quoi? La partie entière de 100, bah, il se trouve que c'est 100 plus 1, 101. Dès que je vais prendre un n strictement plus grand que 101, j'aurai 1 sur epsilon qui sera plus petit que 101. Donc en fait, mon 1 sur n sera plus petit que 0,01. Mon epsilon, quoi. Donc j'aurai bien ceci. Et donc, même si j'avais pris un epsilon beaucoup plus petit, ça aurait fonctionné, j'aurais réussi à trouver un rang. Si je prends epsilon égale 1 sur quoi? 1 sur 300 par exemple. 1 sur 300, ça fait à peu près 0,00333333, si je ne m'abuse. Ça fera quoi du coup le 1 sur epsilon, je commence par là, ça fait 300. Et donc, mon n0, ce sera quoi dans ce cas-là? Ce sera 300. Dès que je prends un epsilon, aussi petit soit-il, je peux trouver un n0 qui fait que tous les n plus grands que ce nombre-là
font en sorte que 1 sur n soit plus petit que moins epsilon. Donc c'est exactement la définition de la limite en 0. On passe sur un deuxième exemple. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Le deuxième et le troisième fonctionnent de la même manière. Donc je vais écrire la solution et puis on en reparle tout de suite. Donc on part sur le B et le C. Limite de 1 sur n carré en plus d'infini, ça fait 0. Donc on doit montrer que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un n0 appartenant à n. Et il faut trouver ce n, tel que quel que soit n naturel. Si n est strictement plus grand que n0, 1 sur n carré en valeur absolue sera plus petit que epsilon. Alors au brouillon, on fixe epsilon, quelconque, très bien, aussi petit qu'on veut. Ça veut dire quoi que 1 sur n carré en valeur absolue est strictement plus petit que epsilon? Eh bien on l'encadre ce 1 sur n carré entre moins epsilon et epsilon. Vu que n est positif, on peut très bien dire que ça c'est équivalent à 1 sur n carré entre 0 et epsilon. On passe à l'inverse, ce qui change le signe de l'inégalité. On peut le faire parce qu'epsilon est non nul, donc on a n carré plus grand strictement que 1 sur epsilon. Et on passe au carré, on peut le faire parce que tout est positif. Évidemment, j'aurais pu le rajouter ici. Tout est strictement positif, donc n. On passe à la racine carrée, oui c'est ça. Tout est positif. Donc, fonction racine croissante, donc je ne change pas l'ordre de l'inégalité. N strictement plus grand que racine de 1 sur e, qu'on peut très bien écrire aussi. 1 sur racine de e, ou encore en multipliant en haut et en bas par racine de e, racine de e sur e. Est-ce que j'ai pas écrit une bêtise là? Ça c'est pareil que 1 sur racine de e, je multiplie en haut et en bas, non c'est tout bon. Donc voilà, peu importe la valeur, on arrive à la déterminer, c'est ça le plus important. Donc on reprend maintenant au propre, soit epsilon strictement positif quelconque, posons n0 égale partie entière de ce qu'on vient de trouver là, plus 1. Si on pose ça comme ça, alors pour tout n naturel, si n est plus grand que notre n0 ici, alors forcément par équivalence, on arrive à ça. 1 sur n carré en valeur absolue strictement plus petit que epsilon qu'on s'était fixé préalablement. C'est-à-dire, valeur absolue de 1 sur n carré moins 0, sous-entendu, est strictement plus petit que epsilon. Et ça, c'est la définition de la limite. Pareil pour le deuxième, enfin sur cette feuille en tout cas, le petit c, 1 sur racine de n, vous savez que la limite c'est 0. Donc par équivalence, ça équivaut à ça, même principe, positif, parce que tout est positif, donc ça c'est un n étoile techniquement. On passe à l'inverse, ça fait racine de n strictement plus grand que 1 sur epsilon. Tout est positif encore, donc on peut passer au carré. Donc on se retrouve avec n strictement plus grand que 1 sur epsilon au carré, c'est-à-dire 1 sur epsilon carré. Et on reprend proprement, soit epsilon strictement positif quelconque, en prenant n0 égale la partie entière de 1 sur epsilon au carré, le tout plus 1, comme toujours. Pour tout n qui vérifie n plus grand que n0, alors la valeur absolue de 1 sur racine de n-0 sera plus petit que epsilon. Donc on a exactement ce qu'il faut. J'espère que c'est clair. On va continuer sur les deux prochains exemples où il y a un petit peu plus de choses à dire. On en reparle tout de suite. Bon, ça marche toujours. Je sens que tu as un peu besoin de te détendre. Allez, on respire et puis on y retourne. Deux derniers cas. Donc j'avais envie de traiter de ces cas-là puisque la limite n'est pas 0. Alors partons déjà sur le premier. La limite de n plus 1 sur n plus 2 en plus l'infini, c'est 1. On va le remontrer en passant par cette définition. Donc montrons que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un n0 appartenant à n, à déterminer donc, tel que, quel que soit n appartenant à n, si n est plus grand que n0, on aura donc notre suite, en valeur absolue, n plus 1 sur n plus 2 moins 1, moins la limite, qui sera plus petite que epsilon. Et c'est parti, on commence à travailler au brouillon. Et donc on va s'intéresser bien sûr à cette quantité-là. Donc on fixe epsilon strictement positif, ça très bien. Et donc qu'est-ce que ça signifie le fait que n plus 1 sur n plus 2 moins 1 en valeur absolue soit strictement plus petit que epsilon? Donc on va déjà travailler avec cette quantité et puis peut-être la réduire au même dénominateur. Donc on va tout mettre sur n plus 2 bien sûr. On se retrouve avec n plus 1 moins n moins 2. Les n s'en vont, donc 1 moins 2 ça fait moins 1. On se retrouve avec ça, strictement plus petit que epsilon. Et donc là, on va utiliser une règle de la valeur absolue bien sûr. Valeur absolue de moins 1 sur valeur absolue de n plus 2 strictement plus petit que epsilon. Valeur absolue de moins 1, c'est quoi? Vu que moins 1 est négative, c'est 1.
Et donc valeur absolue de n plus 2, ben, c'est n plus 2 vu que n est supérieur ou égal à 0. Strictement plus petit qu'epsilon, évidemment tout ça c'est positif, on peut le rajouter, j'aurais même pu le mettre avant. En tout cas voilà, on travaille avec ça, on va résoudre cette inégalité, on passe déjà à l'inverse, on peut le faire parce que tout est strictement positif, on se retrouve déjà avec ceci, et donc n doit être strictement plus grand que 1 sur epsilon, le tout moins 2. Et donc, eh ben, on a notre n qui est strictement plus grand que ceci. On va pouvoir fixer n0. On va prendre comme toujours. Donc là, je repasse en version rédaction. Soit epsilon, un réel, strictement positif quelconque. Pourquoi pas extrêmement petit, du style 0,00001. En tout cas, voilà. Eh bien, on va prendre n0 qui est égal à la partie entière de 1 sur epsilon moins 2. 1 sur epsilon moins 2 n'a pas vocation à être particulièrement entier, alors que dès que je prends sa partie entière, eh ben, ça le devient. Puis si je rajoute 1 aussi, alors pourquoi je rajoute 1? Pour être sûr d'être au-dessus de cette valeur. Si cette valeur, par exemple, c'est 14,27, si je prenais juste la partie entière, j'aurais 14. Si je fais plus 1, j'aurais 15, donc je serais bien au-dessus. Donc si je prends ça, quel que soit n appartenant à n, n supérieur à ça, ça impose que j'ai ceci. Implique ceci. Et donc c'est exactement la définition de la limite. Donc la limite de un, quand n, alors un n'existe pas ici, un c'est mon quotient, donc de n plus 1 sur n plus 2, quand n tend vers plus l'infini, et ben en fait c'est 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà pour cet avant-dernier exemple. Le dernier exemple donc, limite de 2n sur 2n moins 1. La limite de ça, c'est 1. C'est assez évident. Quand on factorise par 2n par exemple. Alors, je vais le garder pour la fin puisqu'il y a une difficulté supplémentaire, on va la voir. Donc on commence comme d'habitude, j'ai déjà écrit ce qu'on voulait montrer. Donc au brouillon, je pose epsilon strictement positif, c'est d'accord, et donc je vais travailler sur la quantité 2n sur 2n moins 1, le tout moins 1 en valeur absolue, qui est plus petit que epsilon. À quoi c'est équivalent? On raisonne vraiment par équivalence. Je vais commencer par travailler sur cette quantité. Donc on met tout sur 2n moins 1 évidemment, comme précédemment, et donc on se retrouve avec 2n, là je vais l'écrire, 2n moins 2n plus 1, strictement petit qu'epsilon, et donc 2n moins 2n ça s'en va, on se retrouve avec 1 sur 2n moins 1, le tout en valeur absolue, donc je vais séparer la valeur absolue tout de suite, voilà, strictement plus petit que epsilon. La valeur absolue de 1, c'est 1, donc ça d'accord. En revanche, et c'est là la nouveauté, c'est que valeur absolue de 2n moins 1, c'est pas toujours égal à 2n moins 1, quoi. Donc là, je vais avoir une condition sur n, c'est la nuance de ce type d'exemple. Et donc, je vais commencer déjà par basculer cette valeur absolue au-dessus. Donc, on multiplie, enfin, on passe à l'inverse. Tout est positif, pas de problème. Donc, c'est strictement plus grand que 1 sur epsilon. Ça, d'accord, on en est là. Or, quand est-ce que 2n moins 1 est strictement positif, ou supérieur ou égal à 0, si vous voulez? Eh bien, quand 2n va être plus grand que 1, c'est-à-dire n plus grand ou égal à 1,5. Mais rappelez-vous, n, c'est un nombre entier. Et il faut que ce nombre entier soit strictement plus grand que 1,5, enfin supérieur ou égal à 1,5. Le premier entier qui va fonctionner, c'est 1. Donc là, ça c'est équivalent à n supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est une condition qui va être vraiment nécessaire ici. Donc on va en reparler de tout ça. Alors admettons que n soit plus grand que 1. Donc si n est strictement, est supérieur ou égal à 1, alors eh bien on aura 2n moins 1, donc ce sera positif évidemment, donc je pourrais me séparer de la valeur absolue. Et donc j'aurai ça, ce qui équivaut à 2n
plus grand que 1 sur epsilon plus 1 cette fois-ci. Et donc voilà, je vais prendre le temps d'écrire n. N sera plus grand que, bon, bah, je vais le laisser comme ça, 1 sur epsilon plus 1, et on divise tout ça par 2. Voilà ma valeur. Donc d'habitude, en fait, je me contente de ça. Hein. Je prends la partie entière de ça, je lui rajoute 1 pour être sûr d'être là où il faut. Mais là, j'ai une condition en plus. Donc en fait, la nuance, c'est que le n0 que je vais prendre, il est un peu différent de d'habitude. Et c'est un peu plus subtil, je le répète. Donc là, je repasse en version papier, quoi. Soit epsilon, un réel strictement positif. On va prendre quoi comme n0? Et bien en fait, ça va dépendre du epsilon, quoi. La plupart du temps, ce sera 1 demi de 1 sur epsilon plus 1. Je prendrai la partie entière de ça, comme toujours. Je rajouterai 1. Mais de temps en temps, ça pourra être 1 aussi. En fait, il faut vraiment que les deux conditions soient vérifiées. Il faut à la fois que j'ai n plus grand que ça et n plus grand que ça. Donc mon n doit vérifier en fait les deux choses. Mon n0 plutôt. Alors comment faire pour l'écrire comment dire, d'un bloc? Eh ben, on va prendre ce qu'on appelle le maximum des deux. En fait, si n est plus grand que le maximum entre 1 et puis cette quantité-là, bah, ce sera bon. Donc, je vais prendre le maximum, c'est écrit comme ça en fait, maximum entre ça et puis 1. Le maximum des deux. Ça peut être celui-là, ça peut être celui-là. En gros, celui-là, dans ce cas-là, ce sera que 0. Quoi. Donc, si je prends ça, alors forcément, si n est plus grand que n0, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, n sera plus grand que 1 et que l'autre. Donc, en fait, on sera soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Enfin, c'est mal dit. Hein. Soit ce sera vérifié, si celui-là est vérifié et que celui-là c'est le plus grand, ben, en fait, il sera plus grand que les deux et inversement. Donc, en fait, on aura bien les deux conditions qui seront respectées. Et dans ce cas-là, ben, on remonte notre équivalence et on aura bien 2 sur n sur 2 sur n moins 1, 2n pardon, sur 2n moins 1, le tout moins 1, qui sera plus petit que epsilon. Donc la limite, ce sera bien 1. Donc la nuance, contrairement au cas précédent, où en fait, eh ben, j'avais un plus 1, ou enfin en tout cas voilà, j'avais une quantité positive, donc je pouvais me séparer sans problème de la valeur absolue. Parfois, on a besoin de préciser quand on peut se séparer de cette valeur absolue. Donc pour ça, on résout une toute petite équation, hein, quand est-ce que c'est positif pour pouvoir se permettre de l'enlever. Et donc on a une nouvelle contrainte qui apparaît. Cette contrainte, on est obligé d'en tenir compte. Et donc notre valeur spécifique de n0 qu'on va choisir, c'est soit la valeur traditionnelle avec la partie entière plus 1, soit celle-là. En tout cas, pour être sûr de vérifier les deux conditions à la fois, il ne suffirait pas que le n soit forcément juste plus grand que celui-là. Si par hasard c'était plus petit que 1, bon ici c'est difficilement probable, hein, mais en tout cas, ça ne serait pas possible. Il faut vraiment que les deux le soient en même temps. Donc c'est pour ça qu'on prend le maximum des deux. Si ici ça fait 2, ben, je prends celui-là bien sûr. Et si ici par hasard ça fait 0, ben, je prends plutôt 1. Comme ça en fait je suis à la fois plus grand que 1 et que celui-là. Et si c'est 2, cette valeur-là, eh ben, je prends celle-là, comme ça je serai sûr d'être au-dessus de la partie entière plus 1 et de 1 en même temps. Donc cette notion de maximum, elle est vraiment très 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 importante dès qu'on parle de ce genre de choses. Ça n'arrive pas tout le temps, mais quand même assez régulièrement. Voilà, en tout cas pour ce dernier exemple, j'ai fait à peu près le tour du sujet. Je vais finir quand même par vous parler de la limite en plus l'infini, qui vaut plus l'infini. Pour vous achever, je ne peux pas terminer sans vous parler de la limite de un quand n tend vers plus l'infini qui vaut plus l'infini par exemple. Donc vous avez vu en classe que ça veut dire que pour un réel a quelconque, là on abandonne epsilon qui est en général un réel qui est très proche de 0. Là justement a est aussi grand que l'on veut et donc pour un réel a quelconque, à partir d'un certain rang toujours, tous les termes un sont au-dessus de a. Donc vous avez votre A ici qui a été choisi à une certaine hauteur. Et donc on peut toujours trouver un rang. Ici, a priori, c'est le rang 7, à partir duquel, au-dessus, c'est-à-dire le 8, le 9, le 10, le 11, etc. Tout est au-dessus. Si j'avais pris A égale 11, pourquoi pas, eh ben, ça serait à partir du rang 10. Et ce rang, on l'appelle N0, comme souvent.
Donc voilà, ça c'est la définition que vous avez vue, ça se traduit comme ceci. Quel que soit A strictement positif, il existe un n0 tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un est plus grand que A. Qu'on peut détailler de la sorte, quel que soit epsilon positif, il existe un n0 appartenant à n, tel que, quel que soit n appartenant à n, si n est plus grand ou égal à n0, alors un est strictement plus grand que A. Ça se montre exactement de la même manière. C'est même plus simple que ce qu'on a fait avant, vu qu'en fait, il n'y a plus de valeur absolue ici. C'est beaucoup plus simple à gérer en quelque sorte. Vous fixez, vous trouvez plutôt le n0 qui fait que votre terme un est plus grand que le A. Là, j'ai mis epsilon, pardon, c'est A. Voilà, j'ai à peu près tout dit. La notion de maximum, elle revient ici. Parfois, on a besoin, vu les contraintes, de prendre des maximums. Voilà, bon bah écoutez, on a fait le tour de ma vidéo sur epsilon. J'espère que tout aura été clair. C'est vraiment quelque chose qui peut vous servir en prépa, pourquoi pas, ou alors en fac de maths au début de l'année. Voilà, à bientôt pour une prochaine capsule. Aussi petite qu'elle soit, si mes histoires d'Epsilon t'ont permis de repousser tes limites, n'hésite pas à pousser du doigt, à te balader dans mes playlists et à poursuivre ta visite.